Avril 2010. Un volcan islandais entre en éruption et déclenche une vague de panique dans toute l'Europe. Pourquoi ce phénomène hors du commun a-t-il eu de telles conséquences? Des spécialistes craignent que cette éruption ne soit que le début d'une violente réaction en chaîne. Le Katla, un volcan voisin de l'Eyjafjallajökull, pourrait faire une démonstration de sa terrible force. Le Katla est une créature puissante. Dans un alignement de volcans qui borde l'océan Pacifique, la menace est imminente. 4 d'entre eux pourraient provoquer un cataclysme mondial. Ces éruptions de grande ampleur auront un impact dramatique sur nos vies. Comment nous prémunir contre leur pouvoir dévastateur? « 14 avril 2010. Les avions sont cloués au sol et les aéroports fermés. Des millions de passagers attendent. Cette éruption a coûté 2,5 milliards d'euros aux compagnies aériennes. Mais pour les voyageurs et les entreprises, le prix est bien plus élevé. L'éruption de l'Eyjafjallajökull marque le début d'un phénomène plus impressionnant. Si un petit volcan comme celui-ci peut provoquer un tel chaos, que se passerait-il si un volcan plus gros entrait en éruption? L'Eyjafjallajökull est situé tout près du Katla, un volcan 5 fois plus imposant. Les scientifiques surveillent son activité de très près. Depuis 1000 ans, chaque éruption de l'Eyjafjallajökull a réveillé le Katla. Fin 2009, l'Institut météorologique d'Islande détecte des vibrations dans le sud du pays. Ces mini-séismes proviennent d'un volcan de 1500 mètres de haut, caché sous un glacier. Son nom, Eyjafjallajökull, ce qui signifie « glacier des montagnes des îles ». Cette activité sismique indiquait que du magma, de la roche en fusion, remontait lentement de la croûte terrestre vers la chambre du volcan où elle s'accumulait. La dernière éruption de ce volcan, qui remonte à 1821, a duré plus d'1 an. Depuis, il est resté inactif sous une couche de glace de 200 mètres d'épaisseur. À ce moment-là, tout indique qu'il se réveille. Nous avons noté plusieurs périodes d'agitation qui se traduisaient par une activité sismique plus importante. En janvier, les scientifiques maintiennent la surveillance du volcan. Des sismographes très sensibles mesurent les vibrations tout autour. Cette carte recense toutes les stations sismographiques d'Islande. Comme vous le voyez, le maillage est très dense dans le sud du pays, car c'est la zone où l'activité sismique est la plus forte. L'Eyjafjallajökull est ici, dans le sud. Les tremblements de terre sont plus fréquents et plus puissants. Un séisme indique que des rochers se brisent. Dans la périphérie d'un volcan, cela signifie que du magma va probablement émerger des profondeurs de la Terre. En février, le GPS de l'Institut météorologique d'Islande montre que le niveau du sol est monté de 8 cm autour du volcan. La chambre magmatique du volcan est remplie de roches en fusion qui va bientôt jaillir.
La chambre magmatique d'un volcan s'étend généralement sur 5 à 10 km de profondeur. Peu à peu, elle se remplit de magma jusqu'à ce que le cratère se fissure et que le magma se propulse à l'extérieur. C'est là que commence l'éruption. En mars, les tremblements de terre s'enchaînent. Au début, il s'en produit des dizaines par jour, puis des centaines, et enfin un millier. Le magma approche de la surface. Le niveau d'activité sismique était inquiétant. L'éruption était imminente, cela ne faisait aucun doute. Les scientifiques de l'Institut météorologique se relayent pour surveiller le volcan 24 heures sur 24. Les séismes étaient de plus en plus fréquents à l'approche de l'explosion. Samedi 20 mars 2010, entre 10h30 et 11h30, l'Eyjafjallajökull entre en éruption. Le phénomène ne se déroule pas comme les scientifiques l'ont prévu. Le magma jaillit par le flanc du volcan à un endroit où la couche de glace n'est pas épaisse. La première éruption était très légère. C'était un beau spectacle. Des touristes sont venus l'admirer. J'ai même vu des hélicoptères la survoler. Pendant 2 ou 3 semaines, on a observé des fontaines de feu et des petites coulées de lave. C'était le calme avant la tempête. On aurait dû envisager que l'éruption pouvait devenir explosive. Mais personne n'est prêt pour ce qui va se produire. Lorsque le volcan entre en éruption, un événement bien plus impressionnant se prépare sous terre. Nous avons compris que ça n'allait pas s'arrêter là. Au bout de 3 semaines, les flammes et la lave cessent de jaillir. Et peu après, une gigantesque explosion survient. Elle est 10 fois plus importante que la première. Cette fois-ci, le magma s'écoule par le cratère principal, sous le glacier. L'association du feu et de la glace donne lieu à une éruption très violente. Lorsque la roche en fusion, dont la température est de 1000 degrés, entre en contact avec la glace, cela entraîne une réaction explosive. La glace fondue refroidit la lave si rapidement qu'elle éclate en un nuage de poussière épaisse, qui contient des fragments de verre pouvant atteindre 1 mm. L'explosion projette une colonne de poussière et de débris à 9000 mètres d'altitude. Lors d'une éruption, un volcan peut expulser de grosses quantités de matière, jusqu'à 750 tonnes par seconde. Le nuage propulsé vers le ciel contient des particules. En s'entrechoquant, elles créent de l'électricité statique qui se décharge sous la forme d'éclairs. Des rochers de glace atterrissent tout autour du volcan. Des millions de litres de glace fondue se déversent sur la montagne.
800 personnes doivent être évacuées. Ces inondations menacent de détruire la route principale de l'île. Mais les Islandais ne tardent pas à réagir. Ils creusent des brèches dans la route pour que l'eau puisse s'écouler. Des tonnes de cendres volcaniques se déposent aux alentours. Les cendres volcaniques sont dangereuses pour nous. Ces fines particules peuvent provoquer des crises chez les asthmatiques et les personnes souffrant d'emphysème. La haute teneur en fluor de ces cendres peut intoxiquer les animaux et contaminer les cultures. Le bétail est évacué. Le jet stream peut souffler à 160 km/h. Si un nuage de cendres se trouve sur son passage, il peut se disperser très vite et très loin. Ce jour-là, le jet stream a pris une direction inhabituelle. Normalement, ce courant ne reste jamais dans la même zone très longtemps. Pourtant, à partir du 14 avril, il a soufflé sans interruption du sud de l'Islande vers la Scandinavie et le Royaume-Uni. Le jet stream est resté stable. Il a soufflé au-dessus de l'Islande continuellement, balayant les cendres vers le sud et le sud-est. C'est certainement le paramètre le plus surprenant de cette éruption. La traînée de cendres était assez étroite au niveau du volcan, mais au-dessus du nord de l'Europe, elle a commencé à se disperser. Chaque jour, 28 000 avions traversent l'espace aérien européen. Ce nuage contenant des particules de verre représente un réel danger pour les appareils. Elles sont si petites qu'elles sont indétectables à l'œil nu et au radar. Une heure après l'annonce d'une éruption, nous disposons déjà d'informations sur la position du panache et la direction qu'il va prendre. Les autorités de régulation peuvent donc décider de la procédure à suivre. En quelques minutes, le trafic aérien est dévié. Quelques heures après la diffusion de l'avertissement, les avions sont cloués au sol.